Bonjour à tous, je pense que si vous m'entendez bien là, si je ne suis pas trop loin des micros. Alors, l'objectif effectivement ici, c'est de viser ce qu'on va appeler le smart data et on va le faire en séquence digestive, c'est-à-dire que si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous cherchiez un endroit calme pour déjeuner ou alors parce que vous êtes quand même, j'espère, intéressé par l'outil. Il y a un petit QR code ici sur la droite de l'écran, je le rediffuserai à la fin. Vous allez voir que cette séquence de 20 minutes, elle se veut vraiment concrète au maximum, donc ça sera des démos qui vont marcher, sinon j'ai des copies d'écran. Donc des démos ici, et vous pourrez accéder aux fichiers sources, je les ai mis sur un partage, donc il suffit de scanner le QR code et vous accédez à un lien de partage pour récupérer les fichiers. Alors, je vous propose en fait effectivement qu'on vise le smart data. Alors, comment je situe le smart data? On va dire qu'allez, on le place entre le démarrage et le point d'arrivée qui serait le big data. Finalement, on peut commencer petit. C'est le message que j'ai envie de faire passer aussi ici. C'est on peut commencer petit sur des volumes raisonnables, des volumes qu'on a traditionnellement en entreprise. Le but du jeu étant d'en tirer de l'intelligence. Et on va voir que si on commence justement par trouver du sens dans les données, ça va sûrement donner envie derrière de mener des projets à plus grande échelle. Alors, je vous propose aussi dans cette séquence de viser un défi qui va être celui de travailler avec un budget presque nul, de travailler sans réelle architecture, on ne parlera pas d'écosystème Hadoop ou pendant cette présentation, donc on démarrera vraiment presque sans budget, presque sans outils, en tout cas avec des outils quasi quotidiens. Et on travaillera quasiment sans équipe. Et vous allez voir que c'est finalement un peu un retour d'expérience puisque je suis consultant indépendant, donc il faut faire parfois avec les moyens du bord. Donc le but du jeu, c'est qu'on déroule sur 2 cas concrets. Je vais vous présenter deux retours d'expérience sur des cas pratiques. Qu'on déroule ces outils simples, mais qui pour autant visent à trouver du sens dans la donnée. Alors, s'il y a une chose qui a augmenté depuis l'émergence du mot Big Data, donc c'est forcément le volume de données, ça vous le savez tous, je ne vais pas faire la métaphore habituelle sur le volume de données. Par contre, il y a aussi une chose qui a augmenté, c'est le nombre de V. Vous savez, au début, il y avait 3 V. Alors maintenant, moi, j'en ai comptabilisé 7, peut-être que certains en ont 8. Ce que je vous propose surtout ici, c'est qu'on vise finalement les V qui soient atteignables, simplement par des utilisateurs métiers. Donc on va pas cibler pour cette séquence les techniciens du Big Data, voire même les data scientists, on va cibler l'utilisateur métier. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur métier est en droit de savoir faire déjà? C'est quand même d'évaluer sa propre donnée, donc de retirer quand même l'aspect véracité, le V de véracité là, qui se trouve ici. Et puis c'est lui qui va avoir aussi peut-être les meilleures idées pour aller chercher de la valeur dans les données. Donc ça, c'est les 2 premiers V, allez, on va dire, qui sont du côté de l'utilisateur. Ce que je vous propose qu'on voit ici, c'est comment lui rajouter 3 V supplémentaires. Alors, le V du volume, mais on n'ira pas jusqu'au pétaoctet ou plus gros, mais on va rajouter un tout petit peu plus de volume. Quand je dis un tout petit peu plus, c'est par exemple, on va aller au-delà de la feuille Excel. Tout simplement, on va pousser au-delà du million de lignes. On va travailler aussi sur des données variées. Vous connaissez donc les données structurées, les données de base de données. Il y a des données non structurées. On va se situer ici un petit peu au milieu, ce qu'on va appeler les données semi-structurées, mais qui ne sont pas si simples que ça finalement à faire rentrer dans les outils aujourd'hui d'analyse de données. Et surtout, on regardera comment tout ça peut se rendre très visuel. Donc là aussi, je vais vous montrer un maximum de visualisation sur des données concrètes. Alors les données justement. Je les ai répartis ici sur 4 plans. Dans l'entreprise, forcément, il y a le système d'information. Donc ça, les données de l'entreprise, on les travaille depuis un bon moment sur du reporting, sur de la BI. Aujourd'hui, on ouvre quand même le périmètre ici avec à la fois l'open data, donc des données ici qui vont être mises à disposition par, on a parlé, il y a Etalab qui est intervenu ce matin par exemple. La partie réseaux sociaux, vous pouvez avoir pour votre entreprise une page Facebook officielle, vous pouvez avoir un compte Twitter, on va voir que tout ça c'est une source aussi de données. Et puis la partie un petit peu immergée de l'iceberg, ici on va être sur la donnée qu'on peut récupérer par les trafics générés sur un site web. Donc on va regarder finalement ces trois angles-là, je mets de côté la donnée du SI, on va récupérer, vous allez voir 3 exemples ici, donc Open Data, réseaux sociaux et trafic à travers des données Google Analytics. Alors je vous ai dit qu'on allait travailler tout seul, mais si on était en équipe auprès de qui on serait encadré, forcément on retrouverait des architectes Big Data, donc les gens qui vont être plus sur la partie structure machine, on retrouverait peut-être des développeurs, des DBA, donc les administrateurs de bases de données. On trouverait bien sûr un Chief Data Officer pour réguler tout ça, et puis des data scientists, ça vous allez en rencontrer partout aujourd'hui.
Et qui je cible moi sur cette présentation? Donc les utilisateurs finaux, alors certains se reconnaîtront peut-être, donc responsables financiers, contrôleurs de gestion, des personnes du côté du marketing, du digital, voire pour aller un peu plus loin sur des prévisionnistes. Vous verrez qu'on fera une toute petite séquence aussi prévision ici dans le temps, et des chargés d'études plus classiquement. Donc voilà les personnes à qui je vais surtout proposer des outils pendant cette séquence. Mais allez, gageons que ça puisse intéresser aussi les profils en bleu ici. Alors voilà les outils qu'on va essayer de se donner dans notre boîte à outils. Alors j'ai cité ici toute une liste d'éléments qui pourront être pratiques justement pour aller récupérer cette fameuse donnée semi-structurée, cette donnée plus volumineuse. Alors je vais citer d'abord le web scrapper. Tout simplement, vous êtes sur Internet, vous naviguez sur Internet, et puis vous voyez un magnifique tableau qui se trouve sur une page web, Wikipédia par exemple, qui fournissent énormément de données. Vous avez envie de récupérer ces données pour les croiser avec peut-être les données de votre entreprise. On a des petits outils qui permettent justement de faire cette étape-là, donc le web scrapping, récupérer la donnée d'une page web. Les API, les interfaces, donc ici pour dialoguer avec des services déjà existants, vous avez récupéré votre clientèle et puis vous avez les adresses de chacun de ces clients. Par contre, vous aimeriez bien avoir les coordonnées, latitude, longitude. On fera un tout petit peu de cartographie aussi pendant ces 20 minutes. Vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses en temps très court. Ici, donc, par exemple, on peut utiliser une API qui viendrait nous donner, en lui fournissant une adresse, qui nous rendrait les points de latitude, longitude. Ce qu'on va appeler un ETL, donc extract, transform, load, un petit outil qui va justement nous permettre de passer de la donnée déstructurée, semi-structurée, vers quelque chose d'un peu plus tabulaire, quelque chose qui rentre un peu mieux dans un modèle, tout simplement une feuille Excel. Alors, sachant que si on augmente le nombre de feuilles Excel, à un moment on va être coincé parce qu'on va vouloir croiser les feuilles Excel entre elles. Donc on aura besoin aussi du quatrième outil que je cite ici, c'est-à-dire en fait le modèle relationnel, pouvoir mettre des données en regard les unes des autres. Une fois qu'on aura construit tout ce modèle, il va bien falloir aussi retirer de la donnée. Donc là, on parlera de langage de requête. Et vu que c'est pas tout, la finalité n'est sûrement pas dans le recueil, dans la collecte de données, derrière, il va falloir faire parler tout ça et on ira chercher du côté des algorithmes d'intelligence artificielle, donc le machine learning. Et puis, comme un bon schéma illustrera toujours mieux la donnée, on ira regarder aussi du côté des visualisations, de ce qu'on fait en data visualisation. Sachant que je vous propose effectivement ici un schéma où on va réussir à travailler tout seul, mais on travaille quand même pour d'autres personnes, donc on verra aussi les aspects de diffusion, comment pouvoir transmettre finalement tout ce qu'on aura fait avec les outils précédents. Alors ces outils, on va les développer, vous allez les voir en forme de présentation, juste pour vous donner les grands points, et je reviendrai en fin de présentation sur l'architecture que j'ai utilisée ici. Vous allez voir... Alors, bienvenue au Larsen. Donc vous allez voir ici que... Ça va, je me rapproche, je m'éloigne. Alors, donc, les outils que je vous propose, c'est peut-être pour ça qu'il y a un Larsen, donc on va parler Microsoft. Mais attention, je précise bien, on va parler Microsoft quasiment gratuit, Microsoft pas cher du tout en tout cas. Voilà. Ou alors vous avez déjà payé. Donc je vous expliquerai aussi comment ça va se facturer. Donc voilà les outils que je vais vous présenter. On attaque directement avec la première démonstration. Ici, donc, j'ai travaillé sur des données de l'open data, des données qui concernent les exports et imports, donc des données des flux douaniers. On retrouve ça sur un site qui s'appelle voilà, le kiosque.douane.fr, je crois. Donc le chiffre du commerce extérieur. Ici, on va récupérer de la donnée libre et on va essayer de prédire. On va aller vers une prédiction des flux d'import et d'export sur. Je me suis ciblé ici sur des fruits et légumes. Alors la donnée, vous pourrez faire le test. J'ai mis d'ailleurs sur le lien de partage. Vous trouverez les liens aussi pour accéder à ces données-là et vous refaire vous-même finalement les démos que je vous propose ici. On n'est pas sur du big data, néanmoins, vous voyez que j'ai quand même essayé de récupérer un maximum de fichiers. Donc c'est des tout petits fichiers. On démarre small data, mais on démarre avec énormément de données, disons, fragmentées, parcellaires ici. Donc le but du jeu, ça va être de tout remettre ensemble. Sauf qu'on part avec quelque chose d'assez moche ici. Alors je l'ai ouvert dans un éditeur de texte, mais vous voyez que ma donnée, elle est quand même un minimum structurée. Par contre, elle n'est pas du tout pensée pour rentrer derrière dans un calcul statistique. Donc on va avoir besoin de structurer. Alors là, vous avez la phase finale. Je vous montre juste ce qu'il y a entre les deux. Donc entre le moment où finalement on va partir de cette donnée brute et la structurer. Alors c'est la première séquence de démo. Et je vais ouvrir un outil que vous avez sans doute eu entre les mains, a priori tous, c'est Excel, mais Excel muni d'un petit complément, ce complément s'appelant Power Query. Donc je referai le point sur les différents compléments qu'on verra ensemble. Vous voyez que je retrouve ma donnée brute ici, et tout simplement, en fait, ici, je vais enchaîner des étapes de transformation de mes données.
Donc la première étape, ça va être de fractionner. Alors, hop, voilà. On va fractionner la donnée. On va voir qu'il y a des lignes qui nous embêtent un peu en haut. Donc on nous a dit un peu trop de choses ici. Donc on supprime tout simplement les premières lignes. Allez, il y a même des données qui nous embêtent en bas. Donc il y a une ligne qui nous indique la fin de fichier, ce qui est pratique, mais ce qui ne va pas nous aider. On va définir des entêtes, donc on va commencer à structurer tout ça. On va supprimer ici des colonnes vides, parce que ça nous embête aussi à nouveau. Et peut-être le plus fort pour ceux qui sont déjà un petit peu confrontés à ce genre de problématique, on va revenir sur une forme de base de données. Ici, vous voyez que j'ai des flux d'export mensuels. On m'a donné 13 colonnes égale 13 mois. Alors, ceux qui connaissent un tout petit peu le monde des bases de données, vous voyez que ce n'est pas du tout un schéma correct. Donc on va décroiser tout ça. En fait, on est en face finalement d'un tableau déjà croisé, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le décroiser. Donc voilà, c'est ce qu'on a obtenu, et ensuite il nous reste juste à transformer, à typer un petit peu nos données. Donc, on va passer ici sur des dates par exemple, et les nombres s'ils sont alignés à gauche c'est que vraisemblablement c'est du texte, mais on va les formater en numérique. Donc voilà, en temps réel, on va dire, allez, en quelques minutes, ici, juste en clic-bouton, hein, juste en allant chercher des outils là, dans les différents menus, la transformation de notre fichier, donc je vous rappelle, qui était quand même peu à même d'être utilisé de manière statistique. Donc une fois que tout ça c'est fait, alors il y a quand même un tout petit peu plus de boulot si on veut boucler derrière sur une collection de fichiers, mais ça nous permet d'obtenir très vite en fait, le résultat ici dans le tableur. Donc premier outil, finalement, ici, ce que j'ai illustré, c'est l'ETL. Hein, c'est l'outil qui pourra extraire la donnée, la transformer, puis ensuite la charger. Alors on va voir justement dans quoi on charge tout ça. Alors je change d'outil, enfin quoique c'est quasiment le même outil. Hein. Chez Microsoft, là, en ce moment, ils sont en train de pas mal bouger leur dénomination et puis leurs outils, mais on va arriver ici dans un outil qui s'appelle Power BI Desktop. Alors attention, il y a beaucoup de choses qui vont s'appeler Power BI. Donc ici, je précise bien, Power BI Desktop, c'est un client donc sur mon ordinateur. Hein, c'est un petit logiciel que j'ai installé. Et ce petit logiciel va me permettre, alors là c'était la copie d'écran, mais on va passer ici sous le logiciel en vrai. Donc vous voyez qu'ici, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai restructuré ma donnée. Donc mes fichiers plats sont arrivés, je les ai structurés ensemble. J'ai rajouté derrière ce qu'on appelle des dimensions, donc c'est-à-dire là ça parlera à ceux qui font un peu de BI, c'est donc tous les clés, tous les axes d'analyse, hein, un axe du temps, un axe géographique. Donc toutes ces données s'organisent ici sous forme de modèles relationnels. Voilà, avec un petit écran noir. Et derrière, on va être capable de visualiser tout ça. Donc on a construit le modèle ici dans l'outil et on a accès à toute une panoplie de visualisation. Donc vous voyez qu'on est très vite finalement passé de l'angle de la collecte de données, la transformation, la modélisation, à l'angle ici directement de l'analyse. Donc si je veux, par exemple ici, une petite courbe dans le temps, vous verrez qu'on fera, après on ira faire carrément de la prévision, mais on va aller chercher ici tout simplement les différents champs. Alors là, je dois avoir... Donc on va être ici globalement sur des volumes, par exemple voilà, les volumes d'exportation ici de nos fruits et légumes. On va les regarder sur l'axe du temps. Donc on va les prendre par exemple ici par date. On un peu moche. On va être un peu trop... Alors on est par année, on va revenir à date. Voilà. Donc on récupère ici, voilà, très simplement, alors, vous allez me dire ça ressemble très fortement à des graphiques Excel, on faisait déjà ça finalement dans le tableur. L'avantage ici, c'est que vous allez voir, je vais vous montrer quelques types de graphiques un peu plus poussés, donc plus orientés finalement data vis actuelle, et surtout des graphiques qui vont être dynamiques. Il y a une composante de la data vis, finalement, c'est aussi de donner cette clé dynamique ici à l'utilisateur. Donc voilà quelque chose, alors avec un trimap, hein, l'arborescence de rectangle, j'ai un volume global et je le découpe ici donc par zone géographique. À l'intérieur, j'ai utilisé mes pays. Et vous voyez que de l'autre côté, j'ai mes fruits et légumes, là, enfin surtout des fruits d'ailleurs ici. Donc, par exemple, je peux me focaliser sur les exports de bananes. Et le côté dynamique ici me permet de récupérer automatiquement une vue du volume, enfin ici représenté par le fruit sur la partie trimap. Quelques exemples en plus, donc du graphique combiné, là encore rien de très nouveau. Des jauges, alors si vous êtes affronté à ça dans Excel, difficulté aussi, et toujours ce côté du coup dynamique, on va aller pouvoir ici utiliser le rapport pour fouiller la donnée. Je vous les passe rapidement ici pour vous montrer globalement tout ce que c'est faire le produit, donc des graphiques funnel, donc ici en entonnoir.
le graphique escalier waterfall, et des choses qui commencent aussi à être assez sympas là, en termes de compréhension de la donnée. Là, on est plus sur la partie visualisation, mais là, on va carrément rentrer dans des outils qui vont nous permettre de mieux interpréter la data, avec ici un croisement de notions. Donc là, on va tout simplement sur une corrélation statistique, mais on va la voir évoluer dans le temps. Donc on va pouvoir, en fait, ici, rendre dynamique le graphique. Et donc mes différents points là, qui sont sur un plan export et importation, je vais pouvoir les faire évoluer, aller les regarder du coup à différentes phases de leur évolution. Et je peux retracer derrière, là c'est les pommes qu'on a retracées ici, on a retracé l'évolution, vous voyez qu'il y a un niveau d'export de pommes qui augmente assez fortement dans le temps. Donc du coup on peut retracer ici simplement l'évolution de ces points. On est ici dans une dimension finalement de comprendre la donnée, donc le fameux V de la valeur, on est en train de la trouver ici au moyen de la visualisation. Toujours des visualisations un petit peu plus originales et surtout ici des visualisations qui sont fournies sur une galerie en fait, hein, donc qui ne sont pas forcément d'ailleurs des outils Microsoft, et c'est ça qui est un petit peu nouveau aussi dans cette approche-là, c'est qu'on peut aujourd'hui développer ses propres visualisations, les partager et les intégrer dans l'outil. Microsoft est en train d'ouvrir un peu les portes, on peut commencer à intégrer ses propres visualisations ici. Donc, en résumé ici, hein, sur mon premier cas pratique, de l'open data, cette data, je l'ai transformée, je l'ai agrégée au moyen de mon petit ETL, mon petit outil Power Query, et ensuite je pars sur de la visualisation, donc je réalise mes différentes visualisations dans Power BI. Donc, je repasse rapidement, c'était les copies d'écran. Allez, si je vous montre celle-ci quand même, on a parlé de cartographie. Alors, encore un nom différent, Power Map cette fois-ci, donc Map la partie cartographie. Alors pour être sûr de mon coup, je vous ai fait un export vidéo. Donc là, on va récupérer, je vais me prendre pour le présentateur météo aujourd'hui. Donc voici les volumes d'export et puis là ensuite donc, suivi avec les volumes d'import. Donc cartographié ici géographiquement et toujours avec cette idée d'évolution dynamique dans le temps. Alors la partie prévision. Et la partie prévision, là pour le coup, celle-ci, je vais juste vous proposer qu'on la regarde en copie d'écran. Ceux qui ont déjà fait le changement depuis le 22 septembre, je crois, donc ils sont passés à Excel 2016. Vous avez maintenant un superbe outil qui est capable de vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Attention, ce n'est pas la boule de cristal, c'est juste en fait un outil qui va utiliser ce qu'on appelle le lissage exponentiel, hein, une méthode de prévision statistique. Vous lui fournissez un historique, vous lui fournissez de la donnée temporelle, de la donnée repérée dans le temps. Vu que ce sont des fruits et des légumes, forcément il y a une saisonnalité marquée hein, ici de manière mensuelle. Donc l'outil va être capable de récupérer cette saisonnalité, de la débusquer et va vous donner la tendance future. Donc vous voyez la partie orange hein, qui termine la courbe, c'est finalement déjà la prédiction, donc la prévision faite ici, basée sur l'historique ici et avec ce qu'on appelle un intervalle de prévision. Donc on vous dit quand même ce qui va se passer dans le futur, mais on vous dit entre quelles bornes. Voilà, on se donne un petit peu de marge aussi autour. Donc ça c'est tout simplement un outil présent dans Excel 2016. Si vous avez la chance d'être déjà passé sous Excel 2016, vous avez le petit bouton qui s'appelle feuille de prévision et qui marche relativement bien. On continue toujours dans notre exploitation de données, on continue à enchaîner finalement les outils là, qui vont donner vraiment de la valeur, du sens à ces données. Et on va basculer, toujours Microsoft ici, on va basculer sur le cloud et on va être aussi sur un outil qui s'appelle Azure Machine Learning. Donc, l'objectif ici, faire de l'intelligence artificielle, faire du machine learning. Dans le cloud, donc, il va falloir fournir des données. Alors ça peut même être un fichier, on peut exporter un fichier, le fichier qu'on a construit sur son poste, mais on peut aussi aller récupérer de la donnée qui est par exemple sur des clusters Hadoop côté Microsoft aussi. Donc, toute la partie cloud, stockage cloud de Microsoft. Et on va tracer ici en fait des modèles, hein, des expériences de machine learning. Alors j'en ai illustré une ici, c'est une expérience de clustering. Donc la problématique que je me suis posée ici sur ces données, c'est finalement quand on a des représentations géographiques, comme ici les imports et les exports, finalement on aura une vue logique, c'est de se dire il y a des zones géographiques et ce sont les pays proches les uns des autres. Ici avec l'algorithme de clustering, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'il y a des comportements, des proximités finalement de comportements de certains pays en termes d'import, d'export, en termes de panoplie d'offres de fruits et légumes? Est-ce qu'on va trouver des rapprochements ici qui sortent finalement de la dimension géographique et peut-être trouver une autre cohérence sous-jacente ici qui ne serait pas imposée par la carte géographique? Donc ici, alors voilà le résultat qu'on peut obtenir ici par exemple. Hein, j'avais demandé une dizaine de groupes, hein, de clusters ici, donc des groupes
reconnu par l'algorithme comme étant cohérent, et derrière il faut aller comprendre du coup la donnée. Donc on voit clairement ici le groupe 0, c'est le groupe des gros pays producteurs, et on voit du coup que c'est surtout les pommes ici qui ressortent, un petit peu les bananes. Donc il y a une cohérence maintenant à comprendre sur la donnée, mais qui n'est plus la cohérence géographique. Et on a fait le tour. Alors sur ici donc les premières illustrations de l'exploitation de cette open data. Donc je vous rappelle juste ici les différents éléments. Donc le fait d'être allé faire de la visualisation, d'avoir eu des graphiques qui nous permettaient de revoir les données dans le temps, d'avoir fait de la cartographie, de pouvoir les repérer géographiquement, et d'être allé chercher du côté de la prévision, donc prévision dans le temps, ou recherche ici aussi d'un modèle de segmentation un petit peu plus original. On attaque maintenant sur la deuxième démonstration. Donc je vous avais dit qu'on allait chercher du côté de 3 types de sources de données. Donc, on a creusé l'open data. Il nous reste à parler des données de réseaux sociaux, et il nous reste à parler aussi des logs qu'on peut avoir sur le trafic Internet. Je pense qu'on choisira peut-être juste une des options. D'accord, parce que on a déjà dans fait le temps. 20 minutes. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors on va aller très vite. Donc les logs Facebook, ça c'est le mail qu'on reçoit toutes les semaines. La page Facebook nous fournit les statistiques, mais on peut aller toujours avec cet outil Power Query. J'essaye d'aller vraiment rapidement, mais vous pourrez récupérer les fichiers de démo. Donc l'outil Power Query va chercher ici les logs. Vous voyez une colonne sentiments ici, donc pour vous dire aussi qu'on peut faire de l'analyse de sentiments, et je suis encore dans Excel ici, donc j'ai réussi à récupérer un indice qui me donne quelle est la teneur des commentaires sur Facebook. Donc ça c'est un algorithme qu'on trouve sur la marketplace Microsoft, c'est à nouveau gratuit. Récupération, là, même principe, donc je le passe encore très vite, donc récupération ici des exports de logs Facebook, on récupère tout ça et puis on l'analyse. Cerise sur le gâteau, alors je vais plus cibler là-dessus du coup pour gagner un peu de temps, on récupère toujours dans notre outil Power BI, on récupère Google Analytics. Donc effectivement aujourd'hui vous avez, pour suivre votre trafic internet sur votre site, vous avez l'interface Google Analytics. La différence ici c'est que vous pouvez aller vraiment, vous pouvez aussi aller chercher finalement vos dimensions, vos mesures, vos métriques d'analyse, et vous allez pouvoir les intégrer dans notre outil, donc on a vu, et éventuellement les croiser de nouveau avec d'autres données. Je vous passe très vite ici du coup les visualisations qu'on a réussi à faire, de nouveau le calendrier ici pour repérer l'importance des sessions, un nuage de mots, donc, hop, on rajoute encore une corde à notre arc ici, on regarde les données textuelles avec les occurrences de mots. Et si je gagne un petit peu de temps là, hop, du coup on va parler rapidement là de l'aspect diffusion. Alors je reviens sur ma machine. Donc tout ce que j'ai pu réaliser ici comme partie visualisation, je vais la mettre à disposition sur un outil qui ne veut plus s'afficher, mais un outil du coup qui est donc Power BI à nouveau, mais Power BI cette fois-ci en application. Vous avez un téléphone Windows 10, vous pourrez accéder du coup aux rapports qui sont proposés ici. Donc voilà le rapport qu'on retrouve sur l'interface. Alors juste le slide le plus important pour redonner un peu les points d'architecture. Donc finalement, cet outil, alors je vous disais presque gratuit, mais parce que vous l'avez déjà acheté, donc c'est Excel, version 2016, c'est encore mieux, complété par quatre compléments donc, de la famille Power BI. Le Power BI Desktop, donc l'outil en client riche sur son poste pour aller refaire toutes ces opérations, et le cloud qui gravite un peu autour, donc l'Azure Machine Learning. Et juste pour ceux qui sont inquiets par le cloud, vous avez aussi la possibilité, hop, je passe rapidement là-dessus, voilà, d'aller mettre ça sur vos données, de les avoir en local, on-premise chez vous, avec maintenant Pyramid Analytics qui est en train de s'allier à Microsoft pour cette solution d'hébergement des données. En conclusion, et puis comme PowerPoint est en train de m'abandonner, donc heureusement c'était le dernier slide. Donc en conclusion, voilà, je voulais vous présenter donc, ces outils qui permettent de récupérer de la donnée de manière relativement autonome, d'aller l'organiser soi-même et surtout d'aller donner du sens, d'aller tirer vraiment les premières analyses, et sachant qu'on n'est pas limité à la simple moyenne dans Excel. Vous voyez qu'aujourd'hui on peut aller faire du machine learning, on peut profiter du travail que les autres ont fait dans le machine learning. Vous pouvez récupérer des API qui ont déjà travaillé, du coup, comme je le fais ici par exemple sur l'analyse de sentiments, et tout ça peut se faire de manière autonome sur des données qui élargissent le périmètre des données de l'entreprise. Merci beaucoup Paul. Merci à vous. Prendre le QR code, je reste dans le coin si vous avez des questions. Le QR code, je le remets là 2 minutes si vous voulez essayer de le flasher, sinon je vous laisse ma carte pour que vous puissiez récupérer ces données. Merci à vous. Merci.